Bonsoir à tous. Alors bonsoir à vous qui êtes aujourd'hui boulevard Haussmann. On est quelques-uns là dans les gradins à ma gauche, sur les chaises à ma droite. Merci d'être là en présentiel parce que on revient tranquillement à des événements en présentiel et bienvenue à ceux qui sont connectés sur Livestorm tout de suite. On s'essaye à des événements hybrides au maximum, donc on va faire le maximum aussi pour embarquer tout ce monde-là, présent et distant. Bienvenue sur le Totem. Les Totems sont des conférences inspirationnelles qui sont organisées donc, par BPI France, le Hub. Vous êtes aujourd'hui, donc, pour ceux qui sont en présentiel, au 4e étage du boulevard Haussmann. Ces conférences sont organisées avec Ouzbek Erika. Elles ont pour vocation à adresser des grandes typologies de sujets, qu'ils soient techno, qu'ils soient économiques, qu'ils soient métiers, et qui puissent embarquer des corporates, des startups, potentiellement des institutionnels. L'objet ici, c'est d'élever un petit peu le débat et de pouvoir élargir notre spectre d'informations, nos spectres de connaissances respectifs. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'IA au service de l'ultra-personnalisation du marketing. C'est probablement un sujet qui vous intéresse tous si vous êtes là. En tout cas, nous, on s'y est frotté, ne serait-ce que pour vous inviter ce soir. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont des informations à glaner. Le sujet sera donc porté par différents speakers que vous présentera Florie, qui modère cet événement aujourd'hui. Un rapide mot avant d'attaquer sur le sujet. Pour ma part, je suis donc Claire Dubois-Louveau. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, mes excuses. Je suis Claire Dubois-Louveau et je travaille pour BPI France, le Hub, qui, donc, en plus d'être un lieu où on est ce soir, est aussi, et peut-être surtout, une équipe de 30 personnes. Il y a Mathilde au fond, il y a Benoît qui circule je ne sais où, Dimitri qui vient de s'installer. Une équipe de 30 personnes qui se met au service des startups qui ont été investies par BPI France, puisque BPI France a une activité d'investissement en innovation, en capital risque. Et une fois que ces startups sont investies, elles bénéficient de l'accompagnement de ces 30 personnes sur des grandes problématiques métiers qui vont du commercial à la chasse de talent en passant par la communication. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que vous attendez le sujet principal et je ne vais pas le faire plus attendre. Et pour ça, j'appelle Florie. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Bon, je vais enlever mon masque, ce qui est complètement incohérent avec ma lingette que je viens de prendre. Mais si vous êtes d'accord, je vais vous demander de garder les masques dans la salle. Et nous, pour juste être audibles et que le débat soit plus agréable pour vous, on va les poser à côté. Voilà. Moi, c'est Florie de Bayeux. Je travaille pour le média Ouzbek Erika. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu. Sur Livestorm, ils nous suivent depuis un moment. J'espère que vous aussi, vous connaissez un petit peu. Et sinon, c'est pas grave, ça fait de nouveaux lecteurs, on est ravis. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est en co-organisation avec le Hub BPI France sur les totems. On est ravis. On explore avec eux des sujets où on espère savoir mélanger sujets de société et métiers. Et pour cette fois, la dernière fois, on parlait de finances et d'indicateurs extra-financiers. C'était très intéressant. Vous pouvez retrouver le replay en ligne ou suivre aussi un résumé sur les articles d'Ouzbek Erika. Donc, n'hésitez pas. Et cette fois, on va parler ensemble. Donc, comme le disait aujourd'hui Claire, notre question qu'on a posée, pour pas que je vous dise de bêtises, c'est demain, est-ce que la data sera au cœur de la stratégie marketing d'ultra-personnalisation ? Comment les entreprises collectent aujourd'hui des données et comment elles s'en servent ? Et d'ailleurs, c'est quoi ces données-là ? Lesquelles sont-elles ? Lesquelles sont pertinentes ? Et qu'est-ce qu'on imagine du coup pour le marketing du futur ? Finalement, est-ce qu'on peut être plus vertueux en récupérant plus de data ? On va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Et je ne sais pas si vous êtes habitués des totems, on a un peu changé le format et on vous propose du coup un démarrage avec un état des lieux, un expert qui va venir sur scène. J'appelle du coup Jean-Philippe Cunier. Bonjour, merci Florie. Merci. Donc Jean-Philippe est formateur en Big Data, Marketing Automation et Productivité Commerciale B2B, professeur à Schema Business School et EM Lyon Business School. Bonjour. Je suis ravi d'être là. Merci. Je suis ravi d'être là dans ce lieu, d'abord invité par Ouzbek Erika, un magazine que j'adore, tu le sais, qui vraiment visite le futur, explore le futur. Et puis également d'être ici chez BPI France, le Hub BPI France, où j'ai vu sur les panneaux là-bas que vous aviez fait naître ou aidé à faire grandir des sociétés que j'admire, comme Klaxoon, comme Datananas, comme AB Testi. Donc bravo. Merci, merci. Du coup, dans une seconde partie, on va rester tous les deux pour une première courte partie. Et puis, nous rejoindrons sur scène Mireille Messine, qui est CEO de Splio plus Dame.
la plateforme d'individualisation marketing. Pardon, je lis mes notes parce que c'est compliqué. Ils viennent de fusionner. On en reparlera. Et Quentin Auré, cofondateur des Mini-Mondes, donc un univers qui fait découvrir le monde aux enfants. Et bien sûr, comme il est d'usage, je vous répète un peu les enjeux, surtout pour les gens qui sont derrière leurs écrans d'ordinateur. Donc, comme il est d'usage sur les totems, vous êtes derrière Livestorm. On va vous poser un petit sondage. Un sondage qu'on a déjà mis en ligne normalement sur la relance Livestorm. Donc, peut-être que vous y avez déjà répondu. Ça sera assez intéressant de voir le résultat du sondage avant et après la conférence. Parce qu'en fait, le débat apporte beaucoup de réponses et nous permet de se poser beaucoup de questions. En tout cas, moi, c'était le cas. Et bien sûr, vous pourrez tout au long, donc les personnes qui sont sur Livestorm, vous pourrez tout au long de la conférence poser vos questions et on les prendra à la fin. Et vous aussi, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, gardez-les bien en tête. Je les prendrai à la toute fin pour qu'on puisse discuter et on pourra aussi continuer le débat par un petit cocktail pour les chanceux qui sont avec nous ce soir. 3 manières de poser des questions. Sur place, en ligne, on a dit qu'on était hybride. Hein, et aussi sur la plateforme d'Uzbek Erika, on a une partie de la plateforme qui s'appelle SOS. Si vous avez un problème un jour, vous pouvez le poster sur Uzbek Erika et notre communauté essaie d'y répondre. Et ben, on a fait exactement la même chose avec la conférence. On a posé la question sur notre plateforme. On a eu quelques questions, quelques réponses aussi. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, j'ai fini avec les questions pratiques. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tout de suite, avec Jean-Philippe, ma première question. Tu travailles en tant que consultant sur ces sujets marketing, donc, oui. Et en particulier avec les dirigeants pour leur faire comprendre la valeur de repenser leur manière de faire du marketing. Voilà, je ne sais pas si encore le mot data stratège existe, mais effectivement, on parle de data avec des dirigeants pour augmenter la culture data. On parle d'expérience client, mais d'expérience client étendue. Voilà, on parle de partenariat data, on parle de beaucoup de choses assez innovantes. Et du coup, si on cible le sujet d'aujourd'hui, selon toi, c'est quoi une stratégie d'ultra-personnalisation réussie ? En fait, si on définit déjà ce que c'est qu'une stratégie d'ultra-personnalisation, Ultra. On peut dire Hypra si tu penses que c'est mieux. En fait, c'est le fait d'arriver à devancer les désirs de chacun des consommateurs, de manière à arriver à leur proposer un produit qui est éventuellement personnalisé, donc des offres variées, différentes, de manière à ce que chacun ressente, on parle d'émotion, de perception, que chacun ressente que le service leur va comme un gant. Steve Jobs a dit, ça fait bien, que les clients ne savaient pas, les consommateurs ne savaient pas ce qu'ils voulaient, que quand on leur posait des questions, ils ne savaient pas, qu'il fallait leur montrer un produit pour qu'ils le sachent. Mais en fait, c'est vrai que le déclaratif, les études déclaratives, questionner les gens en disant « qu'est-ce que vous aimeriez avoir ?», ça ne marche pas. Si vous faites un questionnaire pour demander les désirs des consommateurs, vous allez avoir des réponses très floues. Qu'est-ce que vous voulez de plus à votre petit déjeuner ? Vous ne saurez pas vraiment me proposer des choses intéressantes. D'ailleurs, si vous me demandez ce que j'aimerais avoir pour mon anniversaire, je ne saurais pas quoi vous répondre non plus. C'est absolument pareil, on ne sait pas. Pour Noël, c'est bientôt Noël. Et donc, la question, ça implique de la collecte de données massive. Et en fait, data, on entend CRM, on entend des choses, des cases avec des données très sérieuses, une date de naissance, c'est une data, etc. Mais en fait, on devrait inventer un nouveau mot. Ce serait Uzbek qui l'inventerait. On devrait inventer un nouveau mot qui soit un indice. Un indice, alors il faudrait trouver le mot exact, mais l'idée, c'est de collecter tous les micro-indices qui nous permettent de percevoir que le client préférait ceci ou préférait cela. Il faut profiter de chacune des interactions entre les marques et les clients, chacune des micro-interactions, pour ne jamais, jamais, jamais laisser passer le moindre indice qui nous permettrait de mieux comprendre. Ensuite, il faut tester. Quand on a des indices, par exemple, tu aimes peut-être le vert et les grandes lunettes à monture, ou ceci, je ne sais pas. Et donc, tous ces indices, après cette conférence, il faudrait que je les ai enregistrés, que je les ai collectés, de manière à ce que si dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je m'habillerai en vert, et tu te diras, mais Jean-Philippe me convient, enfin, il y a quelque chose qui correspond, le produit que je te propose correspond à tes goûts, parce que j'ai capté un indice. Et alors, le truc, c'est ensuite de tester ces indices. Si je pense que tu aimes le vert, eh bien, je vais tester plusieurs fois avec des choses vertes, et puis me rendre compte que finalement, non, ça ne change rien. Donc là, j'abandonne. J'ai un indice que finalement, c'était un mauvais indice. Et donc, c'est tester ou prendre des risques ? C'est prendre des risques. Netflix, par exemple, Ted Sarandos, le responsable des contenus de Netflix, dit à ses équipes, prenez des risques. Je veux que vous vous plantiez. On a plein de data sur les comportements des gens sur Netflix qu'ils aiment. Mais lancer des choses basées là-dessus, mais faites aussi des tests de nouvelles choses. On veut avoir des choses où ça ne marche pas. Oui, parfois, ce n'est pas que des indices. Du coup, on provoque les indices.
Typiquement, Oui, on les provoque. Typiquement Netflix, l'exemple d'House of Cards. L'exemple d'House of Cards est fou. L'exemple d'House of Cards est fou. Alors, je vous invite à revenir en 2013. En 2013, Netflix avait 40 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils ont 200 millions de subscribers mondiaux. Alors, il y a une particularité sur Netflix qui est pas mal, c'est que quand on est sur TF1 et qu'on n'aime pas l'épée de Jacques Villeray dans la soupe aux choux, on zappe et on va sur M6. Donc là, Coca-Cola, qui achète de la pub sur TF1 un quart d'heure après que vous ayez zappé, les audiences vont baisser et Coca-Cola paiera moins cher sa pub. TF1 n'a donc absolument pas intérêt que vous quittiez un film. Alors que Netflix peut faire plein d'essais. Netflix peut faire plein d'essais parce que quand vous regardez ce que vous faites, quand vous quittez un film Netflix qui ne vous plaît pas, vous les zappez, vous allez où ? Sur Netflix. Donc on peut tester plein de choses. House of Cards, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était la première série originale Netflix. Donc tout le monde était curieux. Qu'on aime ou pas les films de politique, les séries de politique, tout le monde était curieux. Et ils ont fait 2 choses incroyables, qui sont passées complètement inaperçues, mais qui sont incroyables. La première chose, c'est qu'ils ont laissé au tout début, la première minute de House of Cards, ils ont mis cette scène très cruelle, de cruauté gratuite, où un chien se fait renverser par une voiture. Le chien miaule, mais c'est pas ça le mot. Le chien crie, est très très malheureux. On le voit pas et on voit le héros arriver. Héros qui nous a pas été présenté. On sait pas qui c'est, on sait rien. On sait juste que c'est Kevin Spacey. Il arrive et il dit au chien ça va aller, ça va aller. Et tout d'un coup il l'étrangle à main nue. C'est très cruel. On voit pas la scène, c'est encore plus suggestif. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai zappé. En 2013, quand j'ai vu ça, j'ai zappé. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en zappant, je revenais sur la mosaïque de films, et qu'en revenant sur la mosaïque de films, il n'y avait plus aucun passage de ce niveau de cruauté. Netflix a 800 000 films. Sur la mosaïque, il vous propose une trentaine, une quarantaine de films. Et vous, en confiance, on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi ça parle, on clique, et il faut que ça nous plaise. Donc, ils ont dataïfié tous leurs films à partir des scripts, à partir des dialogues, à partir de leur propre analyse des films. Ils savent exactement combien de fois on rit dans chaque film, et on sait exactement ce qu'il y a. Et donc on sait éviter de me mettre devant une scène violente, ce qui fidélisera. Donc dataïfier à ce point-là, on ne s'en rend même pas compte, c'est complètement invisible. Ouais. Là, on ne va même plus chercher juste l'indice. On va chercher la data. On va chercher, oui. On la provoque. Le moindre clic, je veux dire, vous regardez Titanic, il y a Céline Dion qui chante c'est pas Brad Pitt, c'est je sais plus comment, DiCaprio oui. Et Kate Winslet qui sont à l'avant de Titanic en disant nous sommes les rois du monde. Puis on entend Céline Dion qui chante. Bon, moi, ma fille, quand il y a Céline Dion qui chante, elle monte le son. Et à la fin de Céline Dion, elle rembobine pour écouter Céline Dion. Bon, moi, j'ai tendance à zapper, mais voilà, on va mémoriser exactement avec chaque action de votre télécommande ce que vous aimez, ce qui vous gêne, ce qui vous dérange. Dernier point sur Netflix, parce que c'est magique. Imaginez, vous avez le directeur financier de Netflix d'un côté, et vous avez le directeur du contenu de l'autre. Le directeur financier dit, le directeur du contenu lui dit, écoute, financièrement, vraiment, ça ne va pas. Pourquoi est-ce que vous vous obstinez à diffuser les 13 épisodes d'une série dès le premier jour de sortie de la série ? Parce que nous, on vend un abonnement mensuel. Si vous faisiez comme Colombo sur TF1 à diffuser un épisode chaque semaine, je pourrais pendant 13 épisodes, 2 semaines et quelques, 2 mois et quelques, je pourrais pendant 2 mois et quelques tenir un client captif et il paierait son abonnement. Alors que là, il peut tout regarder en 2 jours et se désabonner. Et le directeur du contenu a répondu, écoute, c'est très simple, on gagne beaucoup plus d'argent. Oui, on perd de l'argent si les gens se désabonnent et qu'ils regardent tout de suite, mais on gagne énormément d'argent à faire ça, à donner tout le contenu tout de suite. Et la réponse n'est pas parce que ça fait plaisir aux consommateurs. C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est parce qu'on collecte des données. Le fait de diffuser les 13 épisodes permet de collecter des données. Question au public qui est ici ou sur Livestorm, quelles données il collecte en diffusant tout d'un coup ? Parce qu'il fallait une réponse financière pour le directeur financier. Moi, il m'a déjà posé cette question et j'ai déjà répondu, donc j'ai plus le droit de répondre. Mais... Oui, tu peux plus répondre. Tout simplement, si je vous demande si vous aimez le chocolat, qui aime le chocolat ici dans la salle ? Voilà, vous aimez le chocolat. Ok, super, vous aimez le chocolat. J'ai beaucoup de mains levées. Si je vous donne une part de chocolat, je vais préparer un gros gâteau pour tout le monde et je vous amène une part de chocolat à chacun. Ceux qui ont levé la main vont manger une part de chocolat. Ok ? Bon, à partir de là, est-ce que je sais qui aime le chocolat ? Non, je sais qu'il a déclaré qu'il avait faim et qu'une part de chocolat, ça lui plaisait plutôt bien, et vous avez mangé une part de chocolat. Mais je ne sais pas qui aime vraiment le chocolat. Comment je peux savoir si vous aimez vraiment le chocolat ? Oui ? Si vous allez en reprendre, oui. La même chose si vous allez en reprendre. Alors Netflix a trouvé une solution très simple, c'est qu'il vous donne le gâteau complet. Bon, je ne vous ai pas préparé un gâteau,
mais j'ai passé la nuit à préparer 75 gâteaux. Je vous donne à tous un gâteau au chocolat. Et là, je pourrais savoir, à la fin de la conférence, il y aura des personnes qui auront mangé une part, d'autres 2 parts, d'autres 3 parts. Et ceux qui auront mangé la moitié du plat, eux, il faut que je leur propose plus de choses au chocolat. Et donc si ma saison, elle est mangée en quelques jours par tous les abonnés qui l'ont pu l'avoir en quelques jours. Si tu mets un seuil, si 500 000 personnes, par exemple, si 500 000 personnes regardent la saison 1 en moins de 24 heures, eh bien, je finance la saison 2. Exactement. Et oui, parce que chaque data sert à prendre une décision. Ce n'est pas le plaisir d'avoir de la data, c'est quelle décision je prends avec ma data. Donc, le directeur financier, on lui répond ça, on lui dit, écoute, si on ne diffusait pas tout en même temps, on n'aurait pas su qu'il fallait arrêter Orange is the New Black à la saison 7. On aurait financé la saison 8 qui coûte 80 millions d'euros. Surtout 80 millions de dollars. Nouvelles stars qui coûtent de plus en plus cher. Voilà, tu fais quoi? Voilà. Donc on prend les décisions. Et dans le show business, le fait d'arrêter au bon moment, comme moi qui vais arrêter de parler tout de suite, le fait d'arrêter au bon moment, pendant qu'on est encore en succès, c'est clé. Il faut détecter les signaux de lassitude. Et ça, on le détecte avec l'urgence à laquelle il dévore les séries. Plus ça ralentit, moins on finance la suite. Peut-être juste pour clôturer cette première partie tous les deux, dans le pitch de la conférence, je ne sais pas si vous l'avez lu, on a parlé d'un livre d'Alain Damasio qui s'appelle « Les Furtifs ». Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire, il est très bien, comme La Horde d'ailleurs, qui est très bien, pardon, je ne fais pas de pub. Et dans ce livre, on comprend que le monde qu'il imagine, c'est un monde où chacun vit un peu dans sa bulle de filtre avec chacun sa pub. On est sur l'ultra-personnalisation, mais la dystopie qui fait vraiment peur. Et c'est un peu l'imaginaire de tout le monde, c'est-à-dire que les datas, ça fait peur. Oui. Et comment on évite une dystopie à la Alain Damasio? Florie, tu es en train de dire la data fait peur à tout le monde. Est-ce que tu as de la data pour prouver ça? L'inconnu fait peur à plein de gens, et la data est peut-être inconnue pour plein de gens. En fait, la peur, déjà, le mot la peur, c'est une réaction émotionnelle. Hein, on a peur, voilà. Donc, c'est important de baquer ça avec de la science. C'est comme la peur du vaccin. Plus vous êtes informé sur le vaccin, peut-être que vous aurez moins peur si vous avez lu un livre sur l'ARN messager. Ce que tu dis, c'est qu'on est mal informé. En fait, il manque de la culture data. Alors ensuite, le dernier point, c'est, oui, on peut parfois utiliser de la data et faire mal à quelqu'un. Garder trop longtemps en prison quelqu'un parce qu'il y a eu un algorithme qui dit que ceci, cela. Il y a eu pas mal il y a eu un bouquin très bien qui s'appelle « Les armes de destruction massive » qui explique ça. Un algorithme, c'est un peu comme une arme. Et la question, c'est un algorithme, ça a du pouvoir. Et la question, c'est celui qui le contrôle, celle qui le contrôle. Qui est derrière cette arme? C'est comme une arme. Un algorithme, c'est comme une arme, et ça dépend de qui est derrière l'arme. Donc, si je sais tout de vous, je peux mettre des fleurs sur votre route ou des bâtons dans les roues. Voilà, je peux, si je sais exactement le trajet que vous prenez le matin, je peux faire tout ce que je veux. Qui s'en sert? Ça dépend qui s'en sert. Donc, personnellement, moi, j'ai pas peur ni de ce roman, ni de tout ça. Par contre, j'ai d'autres peurs. J'ai peur des métaverses qui m'amusent beaucoup pourtant. J'ai peur, on peut avoir plein d'autres peurs, de vos data d'ADN ou autre, mais il faut se renseigner d'abord. Merci Jean-Philippe. On va continuer à se renseigner sur ce sujet. Et du coup, je vais inviter tout de suite maintenant sur scène Mireille Messine et Quentin Horry à nous rejoindre. Merci à tous les deux. Ah non, mais Jean-Philippe, tu peux rester avec nous? Ah oui, bien sûr. Il faut que tu restes avec nous. Je reste avec vous, alors on est bien là. Ça va? Et avant du coup de démarrer cette deuxième partie, je vous ai parlé d'un sondage tout à l'heure. On l'avait fait en amont. Alors c'est marrant parce que du coup j'avais un peu les datas sur est-ce que ça fait peur ou ça fait pas peur. Le sondage qu'on va mettre en ligne d'ailleurs sur Livestorm tout de suite, et je vous redonnerai les réponses au sondage à la fin de la conférence. Donc on verra s'il y a de la différence entre les sondages d'avant et les sondages après conférence. Et donc le sondage qu'on a mis en place, c'était: croyez-vous que les datas peuvent rendre la communication entre vous, consommateurs, et la marque plus pertinente? La première réponse est oui, ce serait plus efficace et je serais moins spammé. Non, je ne souhaite pas être catégorisé. Et oui, mais je ne souhaite pas partager mes données personnelles. Alors en amont, du coup, via Livestorm, on a envoyé ce sondage. On a eu déjà des premières réponses. On avait un oui, ce serait plus efficace à 37%. 53% oui, mais je ne souhaite pas partager mes données. Tu sais qu'en donnant les premiers résultats, tu influences les réponses. C'est possible. Mais j'aimerais bien voir si ça va être différent. Et le troisième, c'était du coup non à 10%. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir si j'ai influé. Peut-être que j'aurais pas dû. Prochaine fois, je le ferai pas.
Et donc la première question, déjà, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Peut-être Mireille, toi d'abord, la parole. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est Splido et toi, ce que tu fais aussi? Oui. Alors bonjour à tous, donc, je suis Mireille Messine, la CEO de Splio plus Diem, puisqu'on a la chance d'avoir fusionné avec l'entreprise Diem. Donc Splio plus Diem, c'est une plateforme, on est un éditeur de logiciels, c'est une plateforme d'individuation marketing. Et pour rendre ça un peu plus concret, Splio, c'était une plateforme d'activation. Donc en fait, pour pouvoir interagir avec les consommateurs, les marques, elles ont besoin de capter de la donnée et d'en créer. Donc en fait, on avait une activation et nous, on partage avec toi ça. On avait autour de cette activation des outils qui permettent d'identifier toutes les interactions, quelles qu'elles soient, entre un consommateur et une marque, pour mieux interagir. Et on a fusionné avec l'entreprise Diem, qui était un expert de la data et de l'utilisation de la data et des technologies d'intelligence artificielle, parce qu'à un moment donné, la marque va collecter énormément de données sur son client et en fait, il n'y a plus la capacité humaine à pouvoir décider et utiliser ces données de façon intelligente. Donc voilà, l'origine de la fusion, c'est de pouvoir apporter l'intelligence artificielle au bénéfice de l'activation pour avoir une relation engageante, durable et non polluante. Donc en fait, pour moi, il y a ce côté spam, c'est-à-dire comment on revient dans une relation respectueuse entre un consommateur et une marque. Donc voilà ce que fait aujourd'hui le groupe Splio plus Diem. Merci beaucoup Mireille. Quentin, bonjour à tous, du coup, changement d'univers radical, puisque moi je suis le cofondateur des Mini-Mondes, et le but c'est de faire découvrir le monde aux enfants. Alors, il va falloir se projeter un peu pour des enfants de 0 à 7 ans. On a imaginé l'histoire d'une petite famille conçue à travers des jouets, on fait des jouets en plastique recyclé qu'on fabrique en Bretagne, chose qui ne se fait plus du tout, à travers des carnets de voyage, à travers des jeux de société, bref, on a créé tout un univers, et on se définit souvent comme une DNVB, c'est-à-dire une marque issue des réseaux sociaux, et qui vend en direct aux consommateurs. Donc on peut acheter les Mini-Mondes que sur le site des Mini-Mondes, en gros. Donc la data joue forcément un rôle clé dans notre stratégie. Et à terme, l'ambition pour nous, c'est de devenir le futur Mickey, Pat' Patrouille, Peppa Pig, etc. Donc on travaille sur des projets de séries animées, d'aires de jeu, etc. Donc voilà, des beaux projets à venir. Et on est une équipe d'une petite vingtaine de personnes maintenant sur Nantes. Je fais de la pub, ça doit parler à certains de parents, Pat' Patrouille, tout ça. Les Mini-Mondes, c'est bientôt Noël. Vous pouvez aller regarder. Et donc la première question, du coup, quand on se pose notre sujet, peut-être on a envie de savoir, en fait, c'est quoi ces données, c'est quoi ces data dont on parle. Et Mireille, je m'adresse à toi. Quelles données les entreprises elles collectent pour faire du marketing personnalisé ? Alors, il y a des données différentes selon, la maturité de la marque, et selon la problématique. Donc, il y a la problématique de l'acquisition et la problématique de la fidélisation. Donc, Splio plus Diem, on ne travaille que sur des données, nos marques ne travaillent que sur des données de fidélisation. Donc, la plupart aujourd'hui des marques dans la fidélisation vont capter des données personnelles à travers des programmes de fidélité ou des engagements à des newsletters, puis les données liées aux achats, donc les achats à la fois faits in-store ou sur le e-commerce. Et les marques les plus avancées vont aussi arriver à capter des données sur les réseaux sociaux quand elles vont réussir à faire le lien entre le consommateur et le réseau social. Il y a certaines marques aussi un peu avancées vont récupérer et faire le lien avec les données d'un service client. Ça, c'est assez rare d'aller venir rajouter des données d'un service client pour avoir une vision. Et ensuite, il y a aussi le tracking mobile. Donc, en fait, quand les clients vont télécharger des apps ou utiliser les apps mobile wallet qui sont un natif dans les applications, et il peut y avoir, quand le consommateur est connecté, le tracking web et sa navigation. Donc aujourd'hui, nous, on ne travaille que sur des données de fidélisation. Donc il y a un contrat d'engagement au départ entre la marque et son consommateur sur les données que le consommateur accepte de partager. Du coup, c'est assez intéressant parce que finalement, ces données, on les a déjà. On ne va pas chercher plus de données. La question est plus d'analyser encore. En fait, aujourd'hui, oui, il y a comment on utilise toutes ces données, puisqu'en fait, aujourd'hui, les marques, finalement, collectent déjà, même quand on ne collecte que des données personnelles et des données d'achat, il y a déjà beaucoup de données. Et aujourd'hui, les marques ne les utilisent pas, puisqu'en fait, elles font des campagnes de masse et elles envoient finalement la même communication
70% à tout le monde toutes les semaines sans utiliser toutes les données qu'elles-mêmes collectent à travers les plateformes. Elles aspergent, c'est la mitraillette, j'arrose tout le monde et puis j'espère que... Voilà, donc il faut vraiment des outils comme le tien pour... Et il y a aussi, en fait, ce qu'on constate, et c'est pour ça que je parle de maturité, en fait, les marques mettent leurs clients au cœur, mais il y a quand même... C'est des mots, en fait. Il n'y a pas de... Alors, tu parlais de data, de stratégie data. Moi, je viens de la data. Donc, mon parcours, ça ne s'appelait pas data science, ça s'appelait statisticien. J'ai un parcours de plus de 20 ans dans une marque. Et moi, j'ai toujours mis la data au service de l'activation. Et donc, la compréhension, définir pourquoi on va utiliser ou faire une action, ça change tout. Ça, il y a une maturité très faible autour de ça. Et donc, effectivement, ça revient à j'envoie tout le temps à tout le monde parce que j'ai peur. Alors, on peut définir la peur, mais j'ai peur que si j'envoie moins, j'ai moins de résultats et moins de chiffres, ce qui est une absurdité. On va y revenir. Quentin, de ton côté, quelle stratégie vous avez adoptée au début des Mini-Mondes? Tu disais que vous êtes, vous êtes une start-up DNVB. Ça veut dire quoi? Et du coup, c'est quoi la stratégie que vous avez prise? Pour moi, je pense qu'il y a vraiment deux sujets derrière le sujet de la data. Il y a le sujet très en amont, et c'est-à-dire que pour se faire connaître aujourd'hui, une jeune marque clairement met tout son budget marketing sur Facebook, Instagram, et clairement il y a un vrai enjeu comme ça pour nous de grandir, et on est assez dépendant finalement de ces plateformes, et ce qui pousse des questions un peu plus philosophiques autour de ce marketing qui est le nôtre aujourd'hui. Et après, il y a un sujet 2, qui est un sujet qui, moi, me passionne beaucoup plus, c'est que la data me permet, une fois que le client a acheté sur mon site, de créer une relation extraordinaire avec ce client. Et donc, quand je récupère la date d'anniversaire du petit, c'est pour lui envoyer un petit mot le jour de son anniversaire, et rien de plus. Et dans ces cas-là, je trouve que l'usage de la data est beaucoup plus sain. Et l'usage de la data me permet aussi, moi, beaucoup d'améliorer mon aventure. Et donc, je co-crée beaucoup avec cette communauté pour améliorer la suite. Et j'essaye de comprendre, ne serait-ce que ce qui fonctionne moins, par quoi commence un client, par quoi il termine l'aventure, et ce qui me permet, moi aussi, après, de dimensionner mon offre, de faire évoluer ma proposition de valeur. Et donc, en tout cas, voilà, il y a vraiment deux sujets autour de la data. Il y a vraiment se faire connaître et après grandir aux côtés de sa communauté, qui est le sujet qui, moi, me passionne forcément beaucoup plus. Merci. Jean-Philippe, du coup, peut-être pour rebondir aussi sur cette data qu'on connaît à la fois bien et à la fois mal aussi. C'est quoi la data ou les données qui te paraissent les plus pertinentes et comment on les récupère aujourd'hui, comment une marque récupère ces datas? Écoute, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des données démographiques, c'est à savoir à qui on parle. Données démographiques, qui est la personne? Est-ce que c'est une famille avec... je veux dire, par exemple, toi, tu as une maman qui s'abonne, mais est-ce que tu sais combien il y a d'enfants dans la famille? C'est données démographiques. Ensuite, il y a les données comportementales. C'est que désirent faire les consommateurs, quels sont qu'est-ce qu'ils font vraiment, comment ils se comportent par rapport à mon produit. C'est est-ce que je zappe dans House of Cards, qu'est-ce que ça peut m'apprendre. Ensuite, il y a les données d'interaction avec la marque, c'est-à-dire de profiter de chacun des points de contact qu'on peut avoir. Je vais chez McDo et je prends une commande sur une borne à l'entrée de McDo. Je vais dans un avion par exemple. Vous êtes tous allés dans un avion un jour. Vous avez un steward, une hôtesse qui vient vous voir et qui vous dit « Madame de Bayeux, bonjour, vous êtes au siège B47. Madame de Bayeux, est-ce que vous voulez une lecture? Vous voulez Le Monde, Cosmopolitan, le Financial Times, L'Équipe, qu'est-ce que vous voulez? » Et tu vas me répondre, je voudrais Uzbek Erika. Oui. Voilà. Donc je proposais Uzbek Erika et tu me dis, je veux Uzbek Erika. Et tu es siège B42. Et l'hôtesse de l'air, le steward, te dit merci, au revoir, et il passe au stade suivant, au siège suivant. Est-ce qu'il va collecter cette donnée, ton goût pour Uzbek Erika? Pas du tout. Pourtant, la prochaine fois que tu montes dans l'avion, tu seras siège C47. Si tu trouvais devant toi Uzbek Erika, ce serait formidable. Seulement, il ne collecte même pas cette donnée. Donc, c'est ce côté, savoir exactement, toutes les interactions avec une marque doivent être l'occasion de collecter des indices de ce que veulent les clients pour pouvoir enchanter l'expérience client après. Et ensuite, il y a les données transactionnelles. Qu'est-ce qu'ils achètent? Donc, voilà, si vous savez qui désire quoi, achète qui, quand et l'utilise comment, c'est déjà pas mal comme programme. Ensuite, la question, c'est jusqu'où vous voulez aller. Vous êtes Seb électroménager. Est-ce que vous voulez savoir ce que mangent les gens? Parce que vous vendez des produits électroménagers. Qu'est-ce que mangent les gens?
Qu'est-ce qu'ils cuisinent, qu'est-ce qu'ils mangent. Vous voulez savoir s'ils mettent beaucoup de sel dedans et quels autres ustensiles ils ont à la maison et qui décide des menus et comment ils arbitrent entre le surgelé et le frais. Jusqu'où on veut aller. Et la question, c'est ça, c'est toutes les sociétés qui aujourd'hui arrivent à hyper personnaliser sont des sociétés qui sont des ogres de connaissances clients dans l'objectif de mieux les aider. Peut-être du coup, pour faire un état des lieux et pour rebondir sur ce que tu disais Mireille tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est un peu on a les moyens d'avoir des infos et de les utiliser. On est un peu en retard dans pas mal d'entreprises. Pourquoi on en est là ? Pourquoi on n'arrive pas, ce que tu disais, tu t'as donné une piste de réponse tout à l'heure, on n'a pas encore la culture de l'utilisation de la data. Oui, enfin moi je pense qu'aujourd'hui la data au cœur de la prise de décision ou de la définition de la stratégie, c'est pas du tout là encore. Donc on est en retard par rapport à ça. Et ensuite, la data c'est compliqué. On va pas tous s'improviser data scientist. Donc en fait, le métier aujourd'hui d'un marketeur, il est très très compliqué. On lui demande d'être stratège, expert de toutes les technos, toutes les stratégies d'acquisition et de fidélisation. Donc en fait, il faut que nous, alors je me passe côté éditeur, on lui simplifie ça parce que c'est pas possible. On peut pas être super bon partout et être marketeur, c'est déjà très compliqué. Donc il n'a même pas les moyens de faire son métier de départ. Il faut inventer un nouveau métier, data marketer peut-être. Peut-être, et on se doit d'aider aujourd'hui les marketeurs en les aidant, en exploitant les data pour leur donner les moyens de prendre des décisions. Et chez Splio plus Diem, on va au-delà de ça, puisqu'en fait, on propose de prendre les décisions à leur place. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop difficile. Même pour un marketeur, c'est trop difficile de prendre la décision. Donc l'intelligence artificielle doit aider à prendre la décision à la place. Et le marketeur doit revenir sur son métier de stratège et d'analyste pour pouvoir ajuster, rajouter des opportunités, des interactions pour pouvoir renourrir le système qui va lui-même continuer d'apprendre. Et du coup, c'est parce qu'il a trop de choses à faire, pardon. C'est parce qu'il a trop de choses à faire et c'est compliqué de tout traiter, ou c'est plus haut parce qu'on n'a pas la culture d'entreprise? Alors pour moi, il y a différents types de structures et il y a différents types de maturité d'entreprise. Donc il y a des entreprises qui ont déjà compris ça et qui donc sont celles qui sont en train de gagner. Et il y a toutes celles qui ne l'ont pas encore compris parce qu'elles-mêmes, je sais pas, c'est pas de la peur, c'est de la méconnaissance. Elles ne savent pas comment faire, elles n'ont pas compris. Donc on doit aussi les aider à simplifier et à accéder à la compréhension de cet univers. Oui, on n'est pas en train de dire c'est pas bien, vous n'êtes pas mature, ça ne va pas. On est en train de dire que notre boulot, c'est de les transformer en super-héros. Notre boulot, c'est d'aller expliquer tout ça. Alors, le marketeur doit comprendre, il y a un tsunami de nouveaux outils, de techno, de data, il y a une explosion de tout ça. C'est un métier fabuleux et qui devient de plus en plus complexe. Les marketeurs ont été bercés au cookie tiers. C'est-à-dire qu'avant, je savais d'où venaient les gens, ce qu'ils aimaient, etc. Donc ça, c'est vraiment le biberon. On vous a tout donné. Et tout d'un coup, il n'y a plus de cookies. Donc, il va falloir... Et donc, cette culture data va probablement se développer avec ça. Je voudrais juste dire un mot sur le mot intelligence artificielle, parce que tu as dit 2 fois, 3 fois le mot intelligence artificielle. Il y a une peur aussi, parmi les peurs, on a peur. Il y a une peur, c'est d'être remplacé par une IA. On dit, moi le marketeur, j'espère qu'une IA va pouvoir, je vois des sourcils qui se lèvent dans la salle. Et donc les sourcils, pour moi, c'est des micro-indices, n'est-ce pas, monsieur? C'est des micro-indices que ce que je dis, qui a vraiment peut-être ces peurs-là. Donc il y a des peurs de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va me remplacer? La réponse est non, absolument pas. Enfin, en tout cas, ma réponse, c'est vous ne pouvez pas. En fait, d'abord, on va remplacer le mot intelligence artificielle par le mot calcul accéléré. Ça fait moins peur tout d'un coup. Calcul accéléré. Vous avez tellement besoin de collecter tellement de données. Et si vous voulez prendre une décision pour chacun de vos utilisateurs et personnaliser la chose, pour l'hyper-personnalisation, il faut faire des calculs sans cesse. Pour faire des calculs sans cesse, il faut accélérer les calculs. Pour accélérer le calcul, il faut un calculateur accéléré. C'est on a mis le mot intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde, mais c'est juste des calculs plus rapides. Et donc, ça propose des décisions. Les décisions sont mises en place, ton outil propose des décisions, et ensuite, elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes, et le marketeur mesure le résultat. Très bien, merci. Quentin,
de ton côté, tu souhaites changer de stratégie. Tu sais que tu as envie de faire évoluer ta stratégie marketing et vous avez déjà commencé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où viennent ces envies de changement et ce que vous avez commencé à mettre en place? Ouais, de mon prisme de marque, disons, engagée, qui essaie de faire les choses bien, ce que j'observe moi, c'est que j'ai mon sujet de la data qui me permet d'améliorer mon offre, qui me permet d'améliorer mon parcours client, etc. Et ça, comme je disais, je trouve que c'est assez sain et ça va dans le bon sens et ça m'aide à prendre, moi, en tant que cofondateur, les bonnes décisions. Et j'ai en parallèle mon sujet de la data qui me permet finalement de grandir et philosophiquement de me dire qu'en fait, quand je mets 80%, 90% de mes dépenses sur Facebook et Instagram, aujourd'hui, que ça me pose des problèmes et que dans une logique aujourd'hui où on respecte aussi... En tout cas, le consommateur est de plus en plus averti aussi de cet usage de la data, notamment parfois sur les réseaux sociaux. Et l'envie, en tout cas de notre côté, est aussi d'être capable de s'extraire aussi parfois un peu de cette logique. Et c'est assez drôle parce que sur un moment de Noël qui est le nôtre aujourd'hui, pour la première fois, on fait de l'affichage physique. Pour la première fois, on vient d'acheter un vrai van pour le mettre à disposition de notre communauté. Et donc, on est en train quasiment un peu parfois de rétro-pédaler et de retendre vers un marketing un peu de l'expérience, un marketing de la créativité et de sortir presque un peu aussi de cette dépendance de Facebook et d'Instagram. Donc voilà, il y a plusieurs notions dans cette notion de data. Mais en tout cas, moi, dans mon prisme, le but, c'est aussi de remettre un peu plus de créativité dans ce qu'on fait et de reprendre un peu de hauteur par rapport à ça. Là, le van que tu nous racontes, c'est un van que vous avez customisé. Donc, il a les mini-mondes sur le van et vous permettez à votre communauté de le louer pour les vacances avec leurs enfants. Donc, c'est comme aller dans un van pas de patrouille avec les enfants et on part pour un week-end. Ça le principe, là, il n'y a pas de visuel, c'est un peu dur de se projeter, mais en fait, on fait un van en jouets, en plastique recyclé. Et donc, en fait, on s'est dit, en fait, on va prendre un vrai van, le van customisé Mini-Monde. Et en fait, nos abonnés, nos clients peuvent le réserver quand ils veulent et partir en famille avec le van des Mini-Mondes. Et en fait, finalement, cette enveloppe marketing que j'aurais mis avant sur un Facebook, Instagram, là, je vais le mettre dans une expérience et finalement, je vais créer de la viralité autour de ce van. Et en tout cas, c'est un exemple, mais qui incarne juste la volonté qu'on a de nous, et je pense qu'elle est partagée par pas mal de DNVB, de réinventer aussi un peu ces logiques d'acquisition et de contourner un petit peu le modèle existant. Et tu vas identifier des ambassadeurs de ta marque, en fait, puisqu'en fait, naturellement, en utilisant l'émotion, tu vas venir créer tes ambassadeurs que tu vas connaître et que demain, tu vas pouvoir reconnaître de nouveau. Donc on t'informe qu'on veut bien tous mettre un chapeau de Père Noël et conduire pendant les fêtes. Avec un minivan. On aurait dû prendre un minivan d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et peut-être, je suis désolée, j'avance un peu vite parce que malheureusement, je peux me permettre, je voulais dire un tout petit mot sur la peur qu'on a, parce qu'on parle de peur, intelligence artificielle, etc. Et tu dis, la dépendance de Facebook, c'est une peur aussi, de dire, est-ce que je vais être dépendant? J'ai un scoop, ou c'est pas un scoop, mais en tout cas, si vous lisez le RGPD, article 20.2, la portabilité des données, j'ai une nouvelle importante, c'est que si on lit bien juridiquement le texte, on peut dire à tous les Français ou tous les Européens, comme vous voulez, on peut leur dire, vous n'avez pas envie d'être indépendant, vous n'avez pas envie d'être dépendant de Facebook, pourtant Facebook collecte des données personnelles sur vous depuis 20 ans. Alors on va faire un truc, la clause 20.2, elle permet la portabilité des données, c'est-à-dire d'emporter ces données. Donc elle permet, si tous les Français disent à Facebook, je veux récupérer toutes mes données, je veux que vous les effaciez, Facebook les efface. Derrière, une start-up incubée ici par le Hub BPI France crée un réseau social français qui dit « Moi, j'accepte tous les fichiers de données en provenance de Facebook. » Et dans 2 ans, on a un French Book et on n'est plus dépendant. Merci. Je passe du coup à notre 3e partie pour réfléchir un peu à ce que ce sera. On essaye de se projeter, on est chez Uzbek Erika, on se projette un peu plus loin et on se dit, OK, c'est quoi le marketing du futur? Est-ce que c'est un marketing plus vertueux? Tu parlais d'être moins polluant tout à l'heure, quand j'ai dit spam, par exemple, tu as rebondi. Du coup, je m'adresse à toi, Mireille, je te regarde. C'est quoi le marketing de demain? Donc, nous, on a créé un mot, on a parlé d'individuation marketing. Et donc, pour nous, l'individuation marketing, c'est d'enfin partir du consommateur, de l'individu. Et c'est ce que tu disais, de mettre en place suffisamment d'outils autour de l'activation qui vont permettre de récupérer ou de mieux connaître ce client en captant toutes les interactions et tous les indices. Et ensuite, c'est de partir de cet individu, contrairement où aujourd'hui, les marques, elles partent des offres. Et donc, à partir du moment où elles ont une offre, elles vont chercher la meilleure cible.
Nous, on considère que demain, on va changer de paradigme, on va partir de l'individu, on va le connaître, et en fait, en fonction des offres qui seront à proposer, on va choisir le match, et parfois le match entre un individu et une offre, et parfois il n'y en aura pas. Et donc en fait, c'est comment on va allier le bénéfice consommateur, individu, je comprends qui tu es, je respecte toutes les informations que tu me donnes parce que quand elles sont utilisées pour ton bénéfice dans une relation qui te correspond, et je le mets au service du bénéfice de la marque, puisqu'en fait, elle a besoin de faire du chiffre, et donc du coup, de choisir le bon moment exactement pour pouvoir communiquer. Et parfois, c'est ne rien envoyer, parfois, c'est lui envoyer 3 communications, et donc c'est pas parce que c'est la semaine, puisqu'en fait, c'est même plus le Black Friday, c'est plus un jour, c'est une semaine, voire 2, qu'en fait, il faut envoyer à tous les consommateurs dont on a le contact, c'est le Black Friday. Ça n'a aucun sens. Ouais, l'idéal, c'est... Donc, en fait, c'est vraiment de complètement changer ça. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas du tout encore à ce niveau-là, parce que souvent, les technologies d'utilisation de la data, elles vont prendre les opportunités, les offres, et elles vont chercher le meilleur client ou le meilleur segment. Nous, on considère qu'on ne va pas partir comme ça. On va fournir des opportunités de communication. Et donc là, c'est le métier du marketeur de les créer, toutes ces opportunités de communication. On va partir de l'individu. Et en fait, parfois, il y aura un match entre deux et parfois pas. Et on va enfin intégrer les contraintes de l'individu. Donc si moi, on me demande combien de fois je veux recevoir une communication et que je dis 3 fois par an, je veux que ce soit 3 fois par an. Et ensuite, c'est la machine qui va choisir parce que c'est plus possible humainement. Jean-Philippe, tu veux rebondir sur cet idéal du marketing de demain ? Excusez-moi, et quand je dis non polluant, c'est ça, le ressenti, c'est je reçois une communication personnalisée, mais pas que. Enfin, oui. Ça, c'est pour moi presque obligé aujourd'hui d'essayer de comprendre quel type de produit ou quel type de content je dois recevoir. C'est plus quel est mon respect par rapport à qui je suis. Et donc, si j'ai dit et que j'accepte de donner une information 3 fois, c'est 3 fois, c'est pas autre chose. C'est intéressant parce que le mot que vous avez inventé, c'est individuation. Individuation. Alors, c'est pas vraiment nous qui l'avons inventé, non, mais tout va bien. Il existe. On se l'est approprié parce qu'en fait, bien. on trouve que c'est le mot le plus juste. Et ouais. En fait, c'est l'individuation marketing. Alors, individuation, moi j'ai inventé un terme, c'est expérience client étendue. Alors en fait, c'est à peu près la même chose, c'est le même concept. Imaginez, vous prenez l'avion, encore une fois, on a tous envie de partir en voyage, on prend l'avion, et vous faites un voyage New York-Paris, vous arrivez à Paris, et vous êtes pressé pour arriver chez vous. Le voyage se passe très bien, merci beaucoup, tout va bien. Quand vous arrivez chez vous, votre compagne vous demande comment s'est passé ton voyage, et vous répondez, c'était une horreur, j'en peux plus. Pourtant, le voyage s'est très bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes arrivé à l'aéroport, et à l'aéroport, il n'y avait pas de taxi, et vous avez attendu 1h30 un taxi. Mais le voyage s'est très bien passé. Air France s'intéresse à l'expérience client d'aéroport à aéroport. Et ne s'intéresse pas à l'individu. Pourtant, sa réflexion, une fois qu'il n'a pas trouvé de taxi, c'est « ça ne s'est pas bien passé ». Une des choses qui doit changer chez les marketeurs, c'est de dire, si je m'intéresse vraiment à l'individu, si vraiment je suis customer-centric, eh bien, je dois m'intéresser à ce qui se passe avant et après. Si je m'intéresse à ce qui se passe avant-après, je dois me demander que fait le client une fois qu'il sort de l'avion. Et donc, à ce moment-là, dernier point, à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que le RGPD permet de partager des données entre marques, que les marques peuvent s'entraider et que Air France peut informer automatiquement Uber et que Uber va arriver exactement à l'heure, d'autant plus que l'avion Air France a 40 minutes de retard et qu'un Uber, il ne vous aurait pas attendu, il serait reparti. Alors que si Air France l'informe en partageant des données, vous sortez de l'avion, vous avez votre Uber qui vient juste d'arriver, la vie est belle. Donc les marques peuvent échanger je termine là-dessus, les marques peuvent échanger des données entre elles, ça s'appelle des data partenariats, dans le but d'enchanter le client et qu'il trouve que le service lui va comme un gant. C'est fabuleux. Je suis sorti de l'avion, il y avait mon Uber. J'ai plus de films d'horreur sur mon Netflix, très bien. Je reviens juste avant de donner la parole à Quentin sur cette dernière question de marketing du futur, je reviens sur mon sondage qui avait été posé en amont et sur lequel on vient de recevoir les datas du Livestorm. Donc on a eu le sondage en live et alors on a changé. On avait 53% tout à l'heure sur le « oui mais je ne veux pas donner mes données » et là on est à 57% « oui je veux bien ». Ce serait plus efficace.
On a est pas convaincu mal. un peu, là. C'est pas mal. Et donc, pour finir cette conférence, Quentin, c'est à toi, ton idéal pour la marque Les Mini-Mondes. Demain, ça ressemblerait à quoi ? Moi, je crois du coup beaucoup au marketing, disons, du bon sens, c'est-à-dire un marketing basé sur de la transparence. Et du coup, je pense que c'est important que les clients, les consommateurs soient assez alertes et assez éveillés sur les sujets. Et je pense que c'est important de récupérer les informations qui peuvent apporter de la valeur dans la relation future qu'on construit, nous, avec nos clients. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je crois pas mal au retour aussi vraiment de la créativité avant tout, du retour aussi de plus en plus vers la vraie vie et à l'expérience, d'un marketing aussi beaucoup plus communautaire où finalement on cultive un lien tellement fort avec nos clients que ça devient de vrais ambassadeurs pour le futur. Enfin voilà, presque parfois un petit retour un peu aux fondamentaux peut-être du marketing, mais en tout cas c'est plus bizarrement moi mon idéal, un peu en tout cas mon marketing du futur, un peu old school en fait. Et du coup, on aurait plein de minivans avec plein d'ambassadeurs partout en France. Ça Ouais, ce serait génial. Et à travers le monde, pourquoi pas. Non, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que, en tout cas, on essaye d'impulser, remettre la créativité. Ça, franchement, je pense que pour nous, en tout cas, c'est le mot d'ordre chez les Mini-Mondes. On va passer aux questions. Alors, je vous avais dit, on a beaucoup de plateformes pour récupérer des questions. La première, c'était sur la plateforme Uzbek Erika. Du coup, je vous disais tout à l'heure, il y a un SOS. Si vous avez une question un jour, vous pouvez aller poser un SOS sur Uzbek Erika. On essaiera de vous aider. Et sur le SOS, sur la plateforme, on a récupéré pas mal de questions. J'en ai ciblé 3, mais elles sont assez longues. La première, c'était Zachary Guillaume qui m'a dit « La data pour la personnalisation ne mène pas forcément à plus de consommation, entre parenthèses matérielle en tout cas. » Alors, il nous éclaire sur pas mal de choses. Donc, en effet, associé à la fabrication, personnalisation in situ, on peut imaginer un monde où les produits seront fabriqués à hauteur d'un produit pour un client. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est écologiquement intéressant de fabriquer que à la demande. Et du coup, il pose 3 questions assez intéressantes par rapport à... Alors, c'est un peu plus long. Vous pourrez aller voir sur le SOS d'Uzbek Erika. Je passe un petit peu, mais j'en viens à ces questions. Il avait d'abord une question sur le stockage des données. Comment stocker les données toujours plus nombreuses des clients et assurer leur transfert aux services les nécessitant. Comment juger de la pertinence de ces données ? On y a un petit peu répondu quand même. Et là, comment éviter de collecter et stocker des données poubelle, et comment rendre plus transparent pour les clients l'échange des données contre service, leur utilisation, mais aussi ce qu'ils partagent, donc finalement la collecte, le stockage. Effectivement, le premier enjeu, c'est la collecte et le stockage, c'est le premier enjeu d'une marque aujourd'hui. Il y a beaucoup de données, mais aujourd'hui, toutes les technos existent. En fait, c'est plus tant un problème. Je pense que c'est plus aujourd'hui la marque, qu'est-ce qu'elle veut faire, pourquoi elle veut stocker des données, et du coup d'y aller pas à pas. En fait, souvent il y a des projets qui se lancent, on veut toutes les données, mais on ne sait même pas pourquoi on va vouloir ces données. Donc c'est plutôt se poser des questions sur pourquoi je veux cette donnée, qu'est-ce que je veux en faire, quel échange. Donc la promesse, c'est si je demande à un consommateur une information, une donnée, quelle est la promesse en face. Et donc ça, toutes ces questions-là, elles sont pas clairement répondues aujourd'hui. Définir la data stratégie. Avant de collecter massivement dans tous les sens, effectivement. Exactement. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin non plus beaucoup de données. Enfin, les marques ont aujourd'hui beaucoup de données à date non exploitées du tout. Enfin, on n'a pas besoin d'énormément de données pour pouvoir aller déjà faire une communication et une interaction beaucoup plus respectueuse. J'avais une deuxième question du coup sur le SOS de Julien Fabre. La question c'était, alors que l'utilisation des datas a montré ce dont elle était capable pour la manipulation de masse, est-il possible de donner des arguments tangibles, s'il en existe, montrant que ce phénomène de manipulation ne va pas s'accentuer ? Donc c'est un peu peut-être donc Julien. Il s'appelle comment ? Julien Fabre. Julien, tu es manipulé. Ça y est. Tu as perdu le contrôle de ton ordinateur, on sait tout de toi par Livestorm. On y a un peu répondu avec cette peur et notre gestion des datas et comment finalement, avec de la pédagogie, on peut répondre à... La pédagogie et puis après de laisser la liberté au consommateur de récupérer ses données. Oui. Enfin voilà, c'est pour moi la RGPD, enfin toutes ces lois qui sont faites, elles sont là pour protéger le consommateur et lui rendre sa liberté de la donner ou de la reprendre si finalement il perçoit ou il trouve que la relation elle n'est pas respectueuse vis-à-vis de lui. Dernière question du SOS. Donc c'était Marc Lepage qui nous a posé cette question. D'un endroit du monde à l'autre, les relations qu'ont les consommateurs à leurs données personnelles varient.
ainsi que la perception qu'ont les autorités vis-à-vis de ces données personnelles. On pense bien sûr à la Chine, mais pas seulement. Comme il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, croyez-vous qu'une déclaration universelle des droits sur les données personnelles verra le jour? Et est-ce même souhaitable? Tu vas lancer un jeu. Il faudrait que tu lances un jeu pour expliquer aux enfants les fonctionnements de l'IA, de la data, de machin. C'est vrai que c'est un vrai sujet pour les enfants. Est-ce que c'est peut-être des sujets que vous avez déjà abordés Non, mais en plus, franchement, c'est un sujet intéressant. Effectivement, On en parle quand tu veux. Si on peut ouvrir ces sujets comme ça aux enfants, et je crois qu'il y a pas mal de belles boîtes qui justement font comprendre un peu ce qui se cache derrière un ordinateur, disons pour faire simple, à hauteur d'enfant. En tout cas, je ne saurais pas répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que la clé, évidemment, c'est d'éduquer, je pense, les gens à ce qui se passe derrière tout ça. Et à partir du moment où les gens sont éduqués, agissent librement, je pense que... Et en connaissance de cause. Et en connaissance de cause, Ouais. voilà. Enfin, faut rappeler quand même qu'en 1876, quand Graham Bell a inventé le téléphone, il y a des gens qui ont dit je veux pas de ça chez moi, ça va m'envahir, ça va être affreux, machin. Bon, maintenant on a tous 3 téléphones sur soi. Mais d'ailleurs, au début, il a inventé, le téléphone a été inventé juste pour faire passer de la musique d'un endroit à un autre, ce qui n'était pas du tout pour Je savais communiquer. pas. D'accord. Okay. Je crois qu'il y a un article sur USB Erika. Donc on a peur des technos en permanence. Et le problème, c'est que le temps qu'on met à éduquer les consommateurs sur la data, le consommateur, il veut juste qu'on le serve bien, qu'on le respecte et qu'on lui fasse rien de tordu, c'est tout. Qu'on ne l'assomme pas avec plein de pubs tout le temps, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura compris la data, il faudra qu'on comprenne l'intelligence artificielle. Ensuite, il faudra qu'on comprenne les métaverses. Il faudra qu'on comprenne... Il y a tellement de nouvelles technos qui sortent que il faut oui, c'est compliqué d'informer un consommateur. Il y a un gros travail d'éducation et ça c'est un gros enjeu et c'est pas facile et du coup après on se retrouve avec des raccourcis. Mais oui, ça va. C'est un débat et c'est pas que la data, c'est un peu partout. Oui. C'est des gros sujets. Plus le sujet devient important et plus on en parle et plus ça sera intéressant de se reposer la question. Puis le problème, c'est aussi les réseaux sociaux. Effectivement, quand on donne un message rassurant, quand on dit « ne vous inquiétez pas, tout va bien », et qu'on explique longuement sur plusieurs pages pourquoi, il y a très peu de personnes qui vont lire ça. Alors quand on dit « attention, vous devez avoir peur de ça », quand on alerte, on le voit en politique, on le voit dans les vaccins, on le voit dans tout, eh bien, on attire vers soi une attention qui fait que ah bon, faut-il avoir peur de ça? Et tout d'un coup, celui qui crie au loup, il attire tous les regards. Mais il a tort, donc faut éduquer. Donc on vous invite à partager le replay de ce totem qui sera en ligne très vite. Partagez l'amour. Je m'appelle Florence, je travaille chez un éditeur américain qui s'appelle Oracle, spécialiste dans la division en fait d'expérience client personnalisée. Bonjour à Michel Mariel, directeur avec qui j'étais hier de chez Oracle. Voilà. Et je suis venue entre autres parce que BPI est le client de notre solution. Et pour en savoir plus, du coup, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le mot intelligence artificielle qu'a prononcé Splio à plusieurs reprises, comme tu l'as signalé, pour savoir où ils en sont en matière d'intelligence artificielle dans leur solution d'individuation marketing. Alors, c'est Splio plus d'IM. Aujourd'hui, chez Splio tout seul, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Et après, c'est toute la définition qu'on met derrière intelligence artificielle. Donc, je vais être un peu plus technique. Donc, lorsqu'on fait des segments intelligents type scoring, nous, on considère qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, tout le monde appelle ça intelligence artificielle. Donc là, on applique des notions mathématiques et là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle arrive lorsque, en fait, je vais prendre un exemple assez simple, il y a 1 million de consommateurs, 200 opportunités de communication, 5 canaux, ça fait 1 milliard de possibilités. On a 1 milliard de possibilités, l'intelligence artificielle, elle arrive là pour pouvoir choisir. Quelle va être la pertinence? Donc on va utiliser des techniques mathématiques, donc on n'a pas d'intelligence artificielle, mais derrière on va rajouter des contraintes, donc on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle avec des contraintes d'optimisation mathématique, parce qu'en fait, quand on va choisir la meilleure opportunité, la plus pertinente pour un consommateur, il ne faut pas quand même oublier le bénéfice de la marque, qui, elle, va avoir un objectif sous contrainte. Donc, on va choisir la meilleure maximisation alors, du chiffre d'affaires, de la marge, ça va dépendre des problématiques de la marque, sous contrainte, parce que sur certaines opportunités, il peut y avoir des contraintes de stock, il peut y avoir 200 t-shirts à donner ou un minivan à partager.
il peut y avoir des contraintes individuelles de pression marketing. Et donc, c'est là où il y a de l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un gros mot. Enfin, aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Il y a très peu d'entreprises qui font de l'intelligence artificielle. C'est bien pour lever des fonds, c'est ça? Aujourd'hui, c'est le mot à la mode. Donc voilà, tout le monde dit data, intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, quand il s'agit juste de trouver le segment le plus pertinent pour une offre, franchement, il n'y a pas d'intelligence artificielle. On applique les techniques mathématiques et de statistiques d'il y a 20 ans, 50 ans, 40 ans. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. C'est le volume de données, c'est l'arbitrage, la pertinence, où là, on est obligé d'ajouter des notions d'intelligence artificielle. Et comme tu le disais tout à l'heure, on rajoute des faux événements. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si elle apprend que de sujets du passé, au bout d'un moment, si on envoie tout le temps un pull vert ou la couleur verte, ça ne marche pas. Donc il faut aussi ajouter des fausses interactions ou des erreurs qui vont permettre de venir nourrir et de continuer à apprendre pour un bénéfice commun. Je viens de réaliser que j'étais entouré par du vert, du vert, du vert. C'est la couleur à la mode. On s'était dit. C'est toi qui n'as pas compris. Ouais. Tu as mal lu l'email, c'est bizarre. Hein. Donc l'intelligence artificielle, on en est là. Donc oui, aujourd'hui, on utilise réellement de l'intelligence artificielle dans la plateforme pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'arbitrage et du choix de la pertinence pour chacun des individus. Parce que les calculs sont très complexes. Donc il faut dissocier la stat et l'IA. Mais c'est Noël bientôt. C'est Noël bientôt. Alors allez sur fnac.fr et vous commandez le bouquin de Yann Lequin qui s'appelle « Quand la machine apprend ». Bouquin de 250 pages. Il y a 50 pages en gris très techniques. Elles sont en gris, c'est fait pour. C'est pour dire, c'est pas pour tout le monde. Mais il y a 200 pages pour vraiment comprendre la logique derrière ça et comprendre que c'est pas si compliqué que ça, mais qu'il faut lire ce bouquin pour comprendre. Bonsoir, je suis Florian Sahilaire, je suis consultant, j'aide notamment les gens comme Mireille et Quentin à mettre un turbo sur le beau moteur de croissance qu'ils ont construit. Et puis le soir et le week-end, quand il me reste un peu de temps, je donne justement des cours à l'EM Lyon. Bienvenue. Merci beaucoup. Sur la stratégie digitale. On a eu, alors déjà, merci beaucoup au Hub d'avoir organisé ce panel et aux panélistes. C'est super intéressant ce soir. Je voulais juste qu'on creuse un petit peu une dimension qui n'a pas été trop abordée, qui est la dimension B2B. Je vais utiliser beaucoup d'anglicismes, désolé. On a beaucoup parlé de mass customization pour le B2C. On a parlé de Netflix, on a les DNVB avec les mini-mondes, etc. La question, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur des cas d'usage pour B2B, pour Oracle, etc. Comment est-ce que, si on dit on veut être customer-centric plutôt que product-centric, on veut faire de la mass customization, on voit très bien ce que ça veut dire effectivement pour les marques qui sont en B2C. Quel cas d'usage pour le B2B ? Franchement, je vais te laisser, parce que je ne suis pas la spécialiste du B2B. Le B2B, il y a effectivement énormément de choses à faire en B2B. D'abord, j'ai un cas d'usage, par exemple. Tiens, j'ai 8 commerciaux et il y a 8 millions d'entreprises que j'ai envie éventuellement de prospecter. Je commence par laquelle ? Comment je fais ? Je dis aux commerciaux, allez-y, prenez l'annuaire dans l'ordre alphabétique et puis on va se rendre compte qu'on prospecte plus la lettre A que la lettre Z. Je ne peux pas. Alors que si je dis à un calculateur complexe, une IA si vous voulez, si je dis à un outil comme SideTrade par exemple, si je lui dis voilà tous les clients qu'on a eus ces 10 dernières années, voilà tous les prospects qu'on a eus ces 10 dernières années, voici le chiffre d'affaires qu'on a fait avec eux, voici le cycle de vente, voici la difficulté qu'on a eu à vendre, voici les arguments qu'on a à présenter, voici les documents qu'on a présentés. Donc vraiment, je donne toutes mes données CRM et autres, et je lui dis, dis-moi, entre les sociétés que j'ai prospectées auprès desquelles ça n'a pas marché, et les sociétés que j'ai prospectées auprès desquelles ça a très bien marché, voici mes meilleurs clients et les moins bons, dis-moi qui je dois prospecter en premier. Voilà un des cas très concrets de l'intelligence artificielle. Et on va se rendre compte de choses invisibles à la compréhension habituelle. On va se rendre compte, par exemple, que vous vendez mieux à des entreprises familiales. Vous vendez mieux quand vous parlez au PDG aux dirigeants d'une entreprise et que les dirigeants d'une entreprise ont fait un parcours de statistiques avant, par exemple, ou ont fait des études scientifiques. Et tout ça, ces données-là, on ne les a pas forcément, mais en tout cas, voilà une utilisation en B2B. Donc il y a beaucoup de choses. Le pricing, quel pricing mettre, quel produit lancer, quel produit arrêter, voilà, où faire de la publicité, enfin, quel discours avoir. Moi, je forme énormément de commerciaux. Hein.
Ici, je viens vous parler de data, mais j'ai un autre métier, c'est d'être commerciologue, c'est-à-dire d'essayer de résoudre les problèmes B2B de la vente B2B. Le data selling, le fait de personnaliser le discours d'un commercial en fonction de la personne à qui il parle. Tu fais quoi? Tu as un commercial B2B, tu le laisses improviser le discours qu'il veut pour la... Bon, je te rencontre, Mireille, alors je vais te tenir un discours, je vais te dérouler toujours la même chose, ou tu veux dataifier son discours. Tu vas lui dire, voilà, avec toutes les datas firmographiques, les datas sur l'entreprise que je rencontre, avec toutes les datas sur les échanges passés, sur les propositions qui ont été faites, avec ton parcours professionnel qu'on voit sur LinkedIn, avec tout ça, comment je fais non pas juste des anecdotes sur ton parcours en disant, ah, tiens, on a fait la même école, mais vraiment, quels mots j'utilise, quels arguments j'utilise, dataifier la vente. Voilà. Donc il y a plein de cas d'usage possibles en B2B et c'est assez passionnant. Je passe beaucoup de temps à explorer et expérimenter des nouvelles techniques de vente en visio ou ailleurs. Comment vendre à travers un écran, c'est aussi un grand sujet. Comment utiliser la data pour vendre en B2B, c'est très bien. J'ai un bouquin qui s'appelle B2B Marketing, je l'ai en double. Si tu me donnes ton adresse, je te l'envoie. Je voudrais faire une remarque sur Jean-Christophe Yaffrat. Je dirige une agence de communication digitale et print. La première remarque, il faut aussi lire sur l'intelligence artificielle le bouquin d'Antonio Casilli qui s'appelle En attendant les robots, parce que ça permet aussi de démystifier tout cet environnement. Je vous le conseille à toutes et tous. Et je voulais féliciter monsieur sur sa plateforme pour les enfants, justement, parce que il a dit une chose qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est le marketing physique. Je voulais juste dire ça parce que c'est important d'y penser. On n'a pas du tout évoqué le print personnalisé ce soir. On a parlé surtout, bien évidemment, de digital. Quand vous croisez de la data entre du digital et du print personnalisé, avec tout ce que vous pouvez récupérer comme information, vous atteignez des scores qui sont très impressionnants, avec une pertinence des offres qui est beaucoup plus importante et intéressante que le digital. Vous pouvez aussi offrir Microdystopie, un bouquin qui fait peur ou pas, mais qui fait marrer sur les risques dystopiques des technologies. Non, moi j'ai un rêve. En attendant la prochaine question, elle est là? Ah, elle est là. Allons-y. Bonsoir, c'est Marwa, je travaille pour le groupe Foresti Lac Boulevard. Déjà, merci pour cette conférence très intéressante. J'ai une question pour monsieur Jean-Philippe Cunier. Donc, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est par rapport au fait de retrouver le magazine qu'on aimerait bien voir au bord de l'avion. Voilà. En fait, il y a une cible très importante qu'on oublie au sein d'une entreprise et on dit que c'est toujours la direction marketing qui doit s'occuper de toute la stratégie de l'analyse de data. Et c'est les vendeurs, c'est les hôtes d'accueil, c'est les hôtesses d'accueil. Ces gens-là, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle, on va dire, la data relationnelle, opérationnelle. Ouais. Et eux, ils ont vraiment les vraies informations parce qu'ils échangent, ils discutent avec les clients. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de sensibilisation au niveau des directions. Il n'y a pas assez d'outils, en fait, pour remonter l'information. Parce que c'est cette data relationnelle qui est encore plus importante pour dire est-ce que la personne, elle est mariée, elle a des enfants, elle est partie en voyage. Comment on fait aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'elle vient avec sa maîtresse ou pas à l'hôtel? Voilà, exactement. Comment faire pour remonter ces informations-là? Est-ce qu'il y a des outils, des formations pour ça? Voilà. Alors, effectivement, quand on définit une data stratégie, on définit qu'est-ce qu'on a envie de savoir, jusqu'où on a envie de le savoir, comment on va le collecter, comment on va le récolter, qu'est-ce qu'on va en faire, quelles décisions ça va nous permettre de prendre. Enfin, il y a 160 questions. Dans le cas, si je réponds directement à cette question sur comment est-ce qu'une hôtesse de l'air collecte la data, la solution la plus simple, c'est qu'un hôtesse de l'air, un steward ou une hôtesse de l'air, pas de sexisme là-dessus, vous propose des magazines, mais ensuite elle vous propose des parfums ou des montres ou des souvenirs. Et ces produits sur le petit caddie, ils sont à vendre. Et quand on les vend, on donne sa carte bleue, sa carte Visa ou sa carte Mastercard et on la passe sur le terminal de paiement. Il y a une petite tablette qui enregistre la transaction. Et parce que c'est une transaction payante, on a la petite tablette pour l'enregistrer. Donc quand on te donne le Uzbek Erika, le magazine qui fait voyager dans le futur, qu'on te le donne à ton siège, eh bien, on peut très bien pousser son petit chariot 1 mètre plus loin et enregistrer sur le terminal de paiement, sur la petite tablette, une transaction à 0 €, qui est le fait d'avoir donné Uzbek Erika. Et à ce moment-là, ça remonte tout seul. Donc on se rend compte que des fois, il y a des solutions extrêmement simples. Pour une compagnie aérienne, voilà par exemple la chose. Ensuite, est-ce qu'un steward, une hôtesse va dire « Ah oui, mais j'ai pas envie de saisir un truc en plus ?» Ok, mais en tout cas, il y a les outils pour. J'ai une question pour toi, Quentin.
Quentin, est-ce que moi, il y a un truc qui me ferait rêver complètement, que j'aimerais bien avoir en Noël 2025. C'est un jeu qui calculerait le niveau d'émerveillement des joueurs pendant la partie, ou au contraire, le risque de lassitude durant une partie, pour estimer les actions de jeu à lancer. C'est-à-dire que la prochaine carte que je vais piocher, ça ne va pas être au hasard. Cette carte digitale qui va s'afficher, elle va s'afficher en fonction de mon risque de lassitude pour relancer l'intérêt. Et puis, si je joue avec un enfant et que je suis plus doué que lui pour répondre et qu'il y a des niveaux de jeu différents, quand il y a des niveaux de jeu différents, on ne peut pas jouer. Mais si on a des datas sur les niveaux de jeu de chacun, on peut adapter la difficulté ou on peut adapter la chance pour adapter la chose. Donc voilà, moi, j'aimerais bien que automatiquement, tu fasses survenir un événement qui réenchante le jeu. Voilà. Alors, ça s'appelle de la triche. Ou alors ça s'appelle une règle du jeu dataïfiée. Mais moi, j'aimerais bien ce jeu qui fasse que, quel que soit notre niveau, on puisse jouer ensemble et que personne ne se lasse jamais. Ce serait pas mal. Écoute, Jean-Philippe, j'aimerais bien déjà te faire plaisir. Donc, écoute, je vais essayer 2025. de m'y pencher. Et puis, je t'invite à un brainstorming chez les Minimondes pour nous aider. J'adore. J'ai travaillé dans la data il y a 20 ans, mais j'ai travaillé dans le jouet aussi pour Pif Gadget. Donc, je serais ravi de venir brainstormer sur le jouet. Donc Totem, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, donc Mireille, Jean-Philippe et Quentin. Merci aussi à Claire Dubois-Louveau et Mathilde Léré qui sont là-bas du Hub BPI France. Merci beaucoup à la régie aussi de BPI France Le Hub pour l'organisation de ce Totem. Et nous nous retrouvons en 2022 pour de nouveaux épisodes des conférences Totem. À très vite. Merci beaucoup. Merci.